Bonjour à tous, bienvenue sur The Holistic Way Podcast, le podcast bien-être, mindset et liberté. Aujourd'hui, j'accueille un collègue et un ami qui, je pense, va vous plaire. Anthony. Anthony, comment ça va? Merci beaucoup de me recevoir ici. J'en suis très heureux et ça va extrêmement bien. Bah écoute, avec grand plaisir. Je pense que voilà, on a fait un petit tour de ce qu'on allait discuter juste avant. Comme ça, les gens voient un petit peu. Aujourd'hui, on va parler préparation mentale. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on va parler de préparation mentale entre quelqu'un qui, alors je vais pas spoiler, mais qui a vraiment une autre approche que moi. Alors différente parce que complémentaire, mais aussi avec des ressources et des sources d'apprentissage qui sont différentes. On va notamment pas mal échanger là-dessus. Et la grosse info qui est sortie de cet échange juste en avant, c'est qu'il y avait pas vraiment de mieux. Il y avait plutôt des gens qui étaient voilà, qui avaient plus, «d'acquittance» entre guillemets avec une méthode académique, d'autres plutôt avec du vécu. Je pense que toi et moi, on fait un peu la jonction entre ces 2 écoles justement et ça va être pas mal de discuter de ça et j'espère encore une fois que les gens qui vont, entendre ce podcast vont en fait, l'objectif ici que j'ai envie de faire avec toi, c'est vraiment de dire: «OK, la préparation mentale, c'est ça, et ça peut aider à ça pour ce type de personnes. Mais Ouais. encore une fois, pas que. Donc, je te laisse un petit peu te présenter, même si j'ai spoilé un petit peu, il y a de la préparation mentale dans le mix ici. Mais vas-y, je t'en prie, Anto. Qui est Anthony Lespade? J'habite à Bordeaux, j'ai 29 ans. Donc mon métier au quotidien, c'est préparateur mental. J'ai une spécialisation dans l'entraînement neurocognitif. On pourra en On va en reparler. parler, bien sûr. Je suis plutôt spécialisé dans l'accompagnement d'athlètes professionnels. Et ça fait un peu plus de 5 ans que je fais ce métier. Avant, j'étais dans un métier totalement différent, mais il y a des liens. J'étais guide d'expédition polaire. Et avec l'effondrement du tourisme mondial et la pandémie, je me suis reconverti dans la préparation mentale. Génial. Et t'as fait ça pendant combien de temps, du coup, avec le guide polaire? Alors mon cursus de guidage, il a commencé très tôt parce que j'étais guide un peu au début sans le savoir. J'étais en échec scolaire très rapidement. Le système académique n'était pas du tout fait pour moi. À Tu 18 ans, connais? j'ai arrêté mes études. Je suis parti avec mon sac à dos voyager à l'étranger. Et puis j'ai voulu trouver un métier dans cet univers-là. Et donc je suis rentré en école de guide. Au départ, c'était du guidage assez conventionnel, donc du tourisme de masse classique sur des grandes destinations européennes. Et le goût du sport était très présent dans ma vie, donc je me suis demandé est-ce qu'il n'est pas possible de guider des voyages un peu plus sportifs. Et donc ça existe, c'est une branche du tourisme qui s'appelle le tourisme d'aventure. Et il y a une seule école dans le monde qui permet ça, elle se trouve en périphérie de Montréal. C'est un immense château et pour être guide d'aventure. Donc c'est un an de formation vraiment type militaire où on explore, on s'explore soi-même, on explore aussi toutes les conditions climatiques. L'objectif, c'est de faire, de délivrer une prestation 5 étoiles dans des environnements extrêmes. Et on va explorer le milieu nautique, le milieu polaire, le milieu de la survie, etc. Et donc moi, j'ai eu vraiment un attrait avec ce côté grand froid. Et après, j'en ai fait ma spécialité jusque du coup à la pandémie. C'est énorme. T'étais un peu le Navy Seals du tourisme, quoi. C'est exactement ça en fait. Ils nous mettent. C'est une vision qui est très anglo-saxonne. En France, ça aurait été impossible Ouais, parce c'est qu'en vrai. fait, c'est un peu. En France, déjà, tu es obligé de te spécialiser. Moi, ça me plaisait pas de me dire bon, mais j'aime la rando, j'aime aussi, j'ai envie d'aller explorer le grand froid. Je me vois bien aussi faire des treks en kayak. Mais en France, il faut se spécialiser. Il faut un BPGEP sur ça et un BPGEP sur ça. Et en fait, cette formation là-bas, et alors les BPGEP, c'est avec des UC ou alors c'est bien cloisonné, etc. Ouais, bien sûr. Et là-bas, en fait, c'était tout éclaté. Tu suivais le rythme de l'année et des saisons. Et il y avait aucune limite en termes de pédagogie, c'était assez extrême. Et c'est vraiment, on te met le nez dans le caca et tu apprends, quoi. L'expérience de vie, hein. Au final, c'est comme Exactement. on en parlait en off. Moi, et maintenant que tu es en train d'en parler, parce que j'ai pas trop voulu en savoir, j'aime bien réagir comme on en parlait tantôt, tout à l'heure. C'est vraiment cette idée de, ok, bah, le vécu fait qu'on se construit. Et en fait, est-ce que tu penses que la préparation mentale, enfin, comment je pourrais tourner ça? Est-ce que c'est toi qui as rencontré la préparation mentale ou c'est la préparation mentale qui t'a rencontré? Tu vois, à travers un petit peu justement ça, parce que je me rends compte que par exemple, on en rigolait tout à l'heure, mais moi, quand on me demande ce que je fais, je dis bah écoute, t'imagines un psy qui te fait porter des trucs lourds. Bah c'est Ouais. ce que je fais, tu vois. Est-ce que
Et j'ai un peu mon avis là-dessus déjà, parce que je vois l'énergie, mais est-ce que tu faisais déjà de la préparation mentale en étant justement ce guide polaire, ce Navy Seals du tourisme? En fait, c'est le mot préparation mentale, il est très réducteur en fait. On fait bien plus que ça et le mot mental, c'est un peu abstrait et je dirais que je me suis rencontré tout simplement. Quand j'ai fait tous mes voyages, j'étais tout le temps un peu dans une zone de confort, mais j'ai quand même appris énormément sur moi parce que c'était des voyages à sac à dos tout seul, mais il n'y avait pas ce côté défi physique et j'ai pas poussé non plus l'introspection à fond. Et donc dans cette formation où on s'est vraiment mis dans l'inconfort total, ben j'ai remarqué qu'il se passait des choses dans mon ventre, qu'il se passait des choses dans mon corps, qu'il se passait des choses dans ma tête, et j'arrivais tout simplement pas à mettre des mots dessus. Et ça a été la première porte vers l'envie tout simplement de comprendre mes réponses physiologiques et psychologiques. Et je me suis petit à petit intéressé à la gestion des émotions, à ce qu'était le stress, pour pouvoir plus tard faire un accompagnement des voyages un peu plus holistique, de pouvoir et c'est ce que je remarquais que les clients étaient très stressés avant des voyages et c'est normal parce que Ouais. on part en trek, on est en autonomie, il y a le grand froid, c'est la première fois C'est et de l'inconnu, hein. pouvoir leur amener un côté un peu plus théorique sur ce qui se passe dans leur corps, dans leur tête, au niveau des messages chimiques, etc. Mais aussi un peu plus spirituel avec du dépassement de soi et du développement personnel. Donc j'ai commencé à me former en autodidacte quand j'étais au Canada, tout simplement avec des formations gratuites, du contenu YouTube. Et à l'époque, je mettais pas forcément le mot préparation mentale. On était en 2018, c'était pas non plus si connu que ça la préparation mentale encore. Et c'est quand je suis rentré en France au bout d'un petit moment que j'ai vu qu'il existait une école en plus en présentiel, donc on pouvait vraiment se former. Et c'est là où j'ai passé le pas et je suis passé de l'autre côté en faisant vraiment une vraie formation. Ouais, donc à ce moment-là, toi, tu décides vraiment de lâcher entre guillemets ce tourisme d'aventure et te dire: «OK, là maintenant Anto c'est fini» ou tu as la période de transition et cetera? Parce que je pense que ça aussi c'est important pour les gens qui nous écoutent, parce que je sais pas toi, mais en préparation mentale, moi toi tu as plus des athlètes de haut niveau. Moi j'ai plutôt entre guillemets, alors des gens de la vie de tous les jours, du quotidien, donc des comme j'appelle ça des athlètes du quotidien, mais je remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens et je pense que c'est aussi, mais moindre, il n'y a rien à faire pour un peu les élites. Passer d'une situation A à une situation B, c'est aussi quelque chose d'important. Comment Ouais. toi, est-ce que tu t'y es pris par rapport à ça? En fait, comme je vivais au Canada, bon, j'ai ma famille en France. Je suis rentré en France pour quelques mois et c'était l'occasion à ce moment-là de passer une formation en préparation mentale. En plus, c'était pas très loin de là où mes parents vivaient, donc c'était pratique. Et en fait, le Covid, pardon, est tombé pendant la formation. OK. Donc moi, je suis arrivé en formation de base et je me suis vendu comme ça. Bonjour, je suis guide de voyage polaire. Je veux apprendre la préparation mentale pour soit accompagner des aventuriers, des explorateurs toujours dans ce milieu du voyage, ou et en plus pour amener des outils pratiques aux clients que j'accompagne en expédition. Mais il y avait à aucun moment le côté complément même d'activité et activité à 100%. Ouais. En fait, le Covid est tombé en plein dans la formation. Donc, on a eu un moment de la formation qui était même en visio et pendant le confinement. Et c'est là où on a vite compris que ça allait pas repartir pareil. Et je me suis dit, bon, ben, même si ça repart, ben, le monde du voyage, il va mettre du temps aussi à repartir. Ouais, c'est vrai ça. Et j'avais le feu aux fesses aussi un peu au niveau financier. Donc, il fallait que je me lance assez rapidement. Mais ce côté aussi un peu feu aux fesses qui m'a permis de d'avoir forcément un peu ce syndrome de l'imposteur au début, donc d'être boulimique de formation et d'essayer d'apprendre le plus possible, mais de se lancer, de se brûler, d'échouer, mais de quand même avancer, quoi. Ah, je comprends, hein. Moi, pour te donner un petit peu ce que moi je faisais, je m'étais lancé, une grosse année avant le covid, même une année et demie en tant que coach, vraiment à fond et j'étais en période de transition aussi parce que j'avais un boulot dans la restauration. J'aidais mon père, en fait, j'étais responsable et gérant de restaurant, quoi et donc je travaillais en plus à côté et en fait, pendant le covid, bah, on a eu la même chose, tout a fermé et cetera et donc j'ai mis plus de temps. Par Ouais, contre, à la salle, ben, tu vois, là, le personne qui m'a fait travailler, hein, qui était mon patron à l'époque, m'a dit: «Voilà, Benja, c'est le moment où moi j'ai envie que tu sois gérant, tu vois?» Et ouais. en fait, je me suis dit: «Mais enfin, pourquoi?» Et en fait, j'ai accepté et là, il m'a dit: «OK, bah, maintenant sauve la salle». Et là, en fait, plutôt que de me tu vois, de me stresser et d'être pas bien,
Bah, j'ai fait comme toi, en fait. Je me suis dit: «OK, let's go, saut de la foi, Ouais. quoi. Ezio Auditore, quoi». J'ai sauté, je me suis dit: «Allez, let's go, on y va». Grosse ref, hein. Ceux qui l'ont, Ouais. chapeau. Mais tu vois, ici, saut de la foi, on y va. Mais je pense que c'est puissant aussi parce que, tu vois, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo là-dessus ce matin. Dans un monde de oui mais, toi, tu t'es dit et si, en fait, tu vois. Et ça, c'est puissant. Et donc, tu as décidé un peu de prendre le taureau par les cornes. Ok, le tourisme d'aventure, c'est chaud. Le présentiel, c'est chaud. Donc, toi, tu as décidé de te lancer à fond sur la formation. Alors, moi, j'ai fait pareil pendant, ça m'intéresse de savoir combien de temps, mais moi, je crois que je me suis formé pendant, ouais, 3 ans et demi, 4 ans, non-stop, quoi. Mmh Genre mh. à 5, 6 formations l'année et pas des Ouais, petites formations. J'ai appelé ça ma période formatite. J'avais la ouais, formatite aiguë, tu vois. Mais par ouais. contre, et ça aussi, j'ai envie d'avoir ton avis. Ça m'a donné une expertise. Alors, j'aime pas hiérarchiser, d'accord. Mais par contre, ça m'a donné une expertise qui est pas forcément mieux ou moins bien, mais qui est différente parce que complémentaire et le mot qui nous convient à tous les deux, je pense, holistique, le plus Ouais. global possible. T'en penses quoi un peu de cette période-là de ta vie? J'avais besoin aussi de me tester, sur le volet formation pour savoir, de quoi j'étais capable, enfin de quoi j'étais capable tout simplement, parce que je connaissais une vision, du monde, académique, avec, le côté, académie, française très classique et qui n'a pas fonctionné avec moi. J'ai découvert la formation, pour adultes avec le guidage et aussi la préparation mentale qui était une formation très pratique. Mais j'avais vraiment envie, d'être boulimique, de contenu parce que je me passionnais de ce sujet-là. Et en fait, j'ai vu très rapidement que j'étais capable de faire mes propres recherches en même temps de suivre une formation et de modéliser rapidement, ce qui m'a permis de faire plusieurs formations en même temps, et de digérer ça. Forcément, il y a un temps d'infusion, Bien mais ça sûr. a duré aussi bien 4-5 ans. On est toujours en formation continue. Mais aujourd'hui, et c'est même ma première année là sans formation à côté, et ça fait vraiment du bien, Ouais. parce que on se rend compte qu'il y a des choses il y a des graines qui ont été plantées il y a 4 ans, il y a 5 ans, et qui germent aussi avec l'expérience et la maturité après. Et ce temps d'infusion, il est hyper intéressant. Tu vois, je te fais un parallèle. Je pense que tu les connais. Je fais partie des premières promos de la BoRNP. Ouais. Et Dieu sait que les premières sessions, je crois que j'étais la première ou deuxième cohorte, c'était difficile, et c'était un peu chaotique au début. J'avais du mal à modéliser ça. Et en fait, d'avoir été sur le terrain pendant 3 ans, et des fois il y a des choses qui me sautent aux yeux, mais purée, en fait là il voulait dire ça, et c'est ça qui est vraiment incroyable. Ouais, on fait des bisous aux 3 potes à la, Ouais, Seb, Romain, Adrien de la BoRNP. Et pour la petite histoire, j'en faisais partie aussi. On s'est juste pas vu en présentiel, mais tu vois, le monde est petit, quoi. ouais, 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 donc, mais comme toi, et en fait, la BoRNP, pour les prendre eux, bah, humainement incroyable. Et en ah fait, oui, j'ai adoré la formation, le côté humain, etc. Mais par contre, je me suis très vite rendu compte que, tu vois, le côté très technique et académique, bah, c'est pas pour moi, en fait. Moi, comme toi, j'ai vraiment besoin d'infuser. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que c'est dans cet ordre-là. Quand tu acquiers une information, c'est information, puis c'est connaissance et savoir. Mais alors les mots, je peux peut-être confondre, hein, parce que ouais, j'ai ouais, du mal avec ça, mais l'idée c'est, en gros, tu apprends quelque chose, c'est juste une information, tu la recraches. Ensuite, après, ça passe à un niveau supérieur. En fait, tu peux l'utiliser dans un contexte qui t'a été donné. Et puis après, tu l'intègres, comme tu as dit, tu vois, la petite graine qui a infusé, etc. Et là, tu vas la contextualiser par rapport à tout le reste. Et en fait, j'en parlais avec mon épouse récemment. Je suis dans l'école de naturopathie de Pierre Dufraisse. Et en fait, j'ai voulu prendre, je pense, hein, à ma manière, le problème dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, tant que tu n'as pas fini cette école, tu ne fais rien d'autre. Là, j'étais extrêmement très fier, j'étais fier de moi parce que, bah, comme toi, j'étais dans la boulimie et tout ça. Et je me suis rendu compte, et je pense que c'est ce que tu es en train de nous dire, que j'ai récupéré un espace mental, mais de dingue, ouais, en fait. Vraiment de dingue, de me dire, non, mais Benja, t'es sur ça et let's go. Et en fait, là où c'est très marrant, c'est que je me suis dit, OK, je me laisse 2 ans. Et en fait, là, tu vois, il y a 6 mois qui sont passés, mais j'avais d'autres projets, etc. Et là, je me dis, c'est quoi, je me laisse même 4, 5 ans, en fait. Ça me stresse plus parce qu'en fait, je vais beaucoup plus lentement que tout le monde, ou presque. Par contre, quand on me parle d'un sujet, mec, je l'ai dans le sang, tu vois. ouais, C'est genre, je sais ce que c'est. Là, je suis en train d'étudier l'embryologie. C'est la 4e fois que je repasse sur le cours. Bah, je comprends pas encore tout. Et je pense que je comprendrai pas encore tout. Mais ça me fascine parce que ça t'ouvre un peu des chakras, là, comme ça, ouais, tu vois. ouais. Euh, donc, c'est vrai qu'effectivement, le fait en fait, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis parce que si je dois résumer,
se former pour un petit peu, comme tu dis, s'auto-diagnostiquer, mais aussi s'auto-critiquer, voir un petit peu. Puis, bon, faut être compétent pour pouvoir amener. Je dis toujours aux gens, c'est difficile de coacher, d'accompagner, de guider quelqu'un sur un chemin que tu n'as jamais parcouru toi-même, Mmh. en fait. Ouais. Et je pense que ça, c'est aussi une honnêteté intellectuelle. Et ouais, je te félicite parce que moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Mais en plus de ça, intégrité morale, l'ami, hein. Il y a un moment où toi, tu t'es dit, OK, et qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es dit, bon, moi je l'ai déjà dit, c'est voilà, c'est ce côté, je vais essayer. Et là, je me rends compte comme toi que cet espace mental me permet d'être un meilleur accompagnant, mais aussi de lancer des projets professionnels, donc d'aider plus de gens, qui au final est le but de ce podcast et de ma vie. Mais je pense que toi, c'est un peu le truc aussi. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es passé justement un peu de cette formatite aiguë à, OK, maintenant je me calme et, alors j'ose le dire, je me trompe peut-être, donc n'hésite pas à me corriger, passer de je prends à je transmets. Ça s'est fait un peu en même temps, parce que j'ai eu, mes premiers suivis assez rapidement, dès que je suis sorti de formation et en fait, le hasard a fait que ça a été rapidement aussi des sportifs de haut niveau et donc en fait, face à moi, j'avais des esprits d'exception et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que j'ai été, à me rapprocher de ce mur à pleine vitesse à chaque fois parce que j'étais face à des esprits qui me mettaient tout le temps face Challenge. qui me challengeaient et qui me mettaient face à mes capacités. Et donc je devais à chaque fois toujours plus préparer ce que je faisais, toujours anticiper ce qu'ils allaient faire parce que ce côté très haut niveau amenait, et on parle pas de d'intelligence ou de QI, il y a tellement de types d'intelligence et leur intelligence du haut niveau font que ben, c'est vraiment des esprits d'exception et qui me challengeaient constamment. Et en fait, de suite, j'ai eu des énormes sommets et c'est ça qui m'a permis de m'adapter assez rapidement. Et j'aime beaucoup ce que tu as utilisé, le terme athlète du quotidien. Pour moi, je parle d'athlète de haut niveau et je fais la différence avec le statut vraiment légal athlète professionnel. Pour moi, il y a des athlètes qui ont le statut haut niveau mais qui ne sont pas professionnels. Et il y a des athlètes du quotidien qui ont trois enfants, un métier, qui sont en train de préparer un Ironman et ils sont amateurs dans leur pratique. Mais je les considère aussi comme ces athlètes de haut niveau qui sont pour moi des esprits d'exception et c'est de se confronter à ces profils-là qui m'a demandé une adaptation très très rapide. Fort, parce que moi, c'est ce que j'appelle l'exposure thérapie, la thérapie de l'exposition. Ouais. Et en fait, les gens oublient, alors je prends souvent le bain froid parce que ça parle à tout le monde, les gens oublient qu'on n'est pas obligé de faire moins 10 degrés pendant 30 minutes, tu vois. Tu peux très bien faire du, je sais pas moi, 15-16 degrés et juste mettre les pieds. Et en fait, je pense que l'intelligence du... Alors, j'ai envie d'avoir ton avis, bien entendu, hein, c'est pour ça qu'on discute, mais l'intelligence émotionnelle du préparateur mental est hyper importante parce que c'est ce qui va te permettre d'adapter la bonne exposition pour le bon résultat. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Euh, En fait, quand on débute un suivi, j'aime bien l'analogie avec la scène de crime. C'est-à-dire qu'on découvre quelqu'un, soit c'est une démarche personnelle, soit c'est quelqu'un où on lui a dit ça serait bien que tu consultes ou que tu ailles te C'est faire vrai. coacher. Oui. Et en fait, sur cette scène de crime, il faut la regarder de loin au début, s'approcher à petits pas. Il y a le ruban jaune, on va pas arriver, fouiller, toucher à tout, tout déplacer. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'adresse à un individu parce que on a on le voit physiquement, mais la profondeur de son âme, on ne la connaît pas C'est beau, encore. c'est fort et c'est vrai ce que tu dis. Ouais, et c'est vraiment ça qui me plaît, c'est découvrir un humain petit à petit, poser certaines questions, faire une fouille qui est délicate, tout en respectant une déontologie et une éthique, parce que c'est quelque chose, c'est vraiment, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire, je sais ce que je peux entendre, je sais ce que je peux pas entendre, et je sais par contre ce que sont capables des collègues qui vont être psychologues, psychiatres, qui eux sont capables de certaines choses que je ne peux pas. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui dans mon quotidien, quoi. Ouais, parce que on parle d'athlète du quotidien ou d'esprit d'exception ou Mm. d'athlète élite, ok? Peu importe la sémantique pour le coup, même si on se comprend, on parle de personnes différentes. Mais il y a un point commun en fait, toutes ces personnes, c'est qu'elles sont toutes humaines en fait. Ouais. Et donc, si tu es capable de comprendre déjà, t'acceptes, t'es capable, tu conscientises le fait que peu importe ce que tu vas faire, alors là, je parle plutôt
je pourrais être spécifique avec la préparation mentale et préparation physique, mais j'ai envie de dire tous les métiers d'accompagnement, donc même dans le social, etc. Si vous acceptez qu'en face de vous, vous avez un humain et que vous devez aussi comprendre et pas anticiper trop non plus, parce qu'on peut anticiper les problèmes, mais par contre, et ça je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a certaines personnes qui viennent te voir et qui sont pas vraiment capables d'expliquer pourquoi ils Bien viennent sûr. te voir. Et c'est dur des fois, je sais pas ce que tu en penses, de ne pas prendre la parole pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des personnes qui vont avoir une conscience émotionnelle extrêmement développée. Donc, tout ce qui est interoception, Ouais. sur ce qui est intégration des émotions, aussi ils sont capables en fait de mettre, ils sont lucides sur leurs émotions, Ouais. ils savent mettre des mots sur les émotions ressenties et aussi capables d'analyser, d'interpréter les degrés de variation entre une émotion. Par exemple, entre la rage et la colère, c'est deux degrés différents. Et ils sont aussi capables d'en parler. Et certaines fois, cette conscience émotionnelle est telle qu'on a des hypersensibles. Et par contre, des fois, des profils comme ça peuvent avoir une bonne conscience émotionnelle, mais une conscience corporelle catastrophique. Ouais. Ils ont très peu de coordination, ils ont un mauvais équilibre, C'est ils étonnant ont ça. une mauvaise proprioception, etc. Et des fois, on a l'inverse. Et certaines fois, pour les sportifs qui ont je vais pas généraliser, mais qui ont un parcours type sportif de haut niveau où ils ont été souvent un peu dans le côté usine des sportifs où on fait pas forcément attention à eux au niveau humain, on Ouais. est juste sur le côté technique, physique, etc. Eux, ils ont une conscience corporelle incroyable. Tu les mets dans une nouvelle activité, ils vont être bons de suite. Par contre, émotionnellement, ils savent rien dire, pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, etc. Et certaines fois, c'est 50-50, certaines fois, c'est un pourcentage plus développé sur l'un et moins sur l'autre. Et donc, l'idée, c'est d'être lucide sur les capacités de l'individu et après de l'aider à développer tout ça. Mais quelqu'un qui ne transmet pas ses émotions, ça ne veut pas dire qu'il est en incapacité. Ses capacités, elles sont ailleurs. Et après, on a aussi une société qui ne nous amène pas forcément à aussi être lucide sur ce qu'on ressent, être dans l'expression des émotions. Et ça, on le voit aussi dans l'académie nationale dans laquelle on passe notre jeunesse. On passe, je crois qu'on donne 15 ans de notre vie à cette académie nationale. Jamais on nous demande comment ça va, qu'est-ce qu'on ressent, et d'aborder ce côté émotionnel, que ça soit sur le côté psychologie émotionnelle, mais aussi sur le côté physiologique, les ressentis corporels des émotions. Et donc, on arrive des fois face à des adultes qui tout ça, c'est compliqué, c'est très abstrait pour eux, quoi. Et il y a aussi une côté pudeur et Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Je vais essayer de recentrer, mais là, le truc que j'ai envie de dire, et c'est carrément ce dont tu viens de parler, c'est le fait que les adultes, parce que c'est même là, on parle pas du tout des enfants, c'est les adultes, ils ouais, sont déconnectés ouais. complètement, quoi. En fait, ressentir, accepter de ressentir et accepter de conscientiser les choses, c'est juste pas rentable du tout. Hmm. Et c'est vrai que comme tu dis, enfin, tu vois, moi j'ai beaucoup de femmes, j'ai aussi des hommes, hein, mais je coach beaucoup plus de femmes qui sont bah, paradoxalement un peu plus dans cette volonté de connexion. Mais par contre, bah, là, on parle de sociétal. Et dans la société, tu dois être belle, tu dois être forte, tu dois être intelligente. Et quoi que tu fasses, tu dois être parfaite, en fait. Hmm. Et les hommes, je vois qu'en fait, donc là, les femmes se déconnectent plus parce que pour le coup, ressentir du mal-être alors que tu dois être parfaite, bah, c'est pas corrélé. Du coup, elles se déconnectent comme ça. Mais les hommes, ça c'est intéressant aussi. Être sensible n'est pas rentable parce que ressentir, ce n'est pas être fort. Hmm. T'as beaucoup ça, toi, dans tes suivis par rapport à la différenciation un peu homme-femme et le fait d'être déconnecté? Bah, il y a forcément un côté rentabilité, un côté Ouais, aussi pudeur, un côté protection. J'ai la sensation qu'on se protège de plus en plus. ouais, moi aussi, On a la de même. plus, on a de plus en plus peur de l'autre. On a de moins en moins confiance. Et en même temps, le paradoxe, c'est que on a de moins en moins aussi confiance en soi. Donc, on retrouve des individus qui n'ont plus confiance en eux, qui n'osent même pas se connecter à eux-mêmes et aller voir ce qu'ils ont au fond de leur tripes. Et en même temps, ils ont peur de l'extérieur. Et je peux les comprendre aussi sur certaines choses parce que la société, l'environnement extérieur en ce moment peut être aussi très anxiogène.
Et donc, on a beaucoup d'isolement et beaucoup de personnes qui n'osent pas appeler à l'aide et d'être dans la démarche de tendre la main vers l'aidant. Mais en même temps, on n'a tellement pas été éduqués à tendre la main pour se faire aider qu'il faut vachement leur dire et c'est pas grave et c'est ok. Et il y a beaucoup d'éducation à faire aussi sur la démarche. Euh, ce côté, je trouve que c'est un moment sacré, le moment de la démarche et de l'aborder et de les éduquer aussi sur ce que ça fait et, et après sur le côté pour répondre à ta question différenciation entre l'homme et la femme euh, c'est un sujet intéressant. Est-ce que je vais sur le terrain de la masculinité? Vas-y, vas-y. De toute façon, en fait, en allant sur le terrain de la masculinité, on va aussi aller dans le féminisme, un Ouais. peu par opposition. Mais surtout, et là j'insiste les amis, de toute façon vous commencez à connaître votre serviteur, hein, Benja, on est surtout dans la complémentarité plutôt que l'opposition. Mm, Je vais reprendre une phrase de Steve Gentis, hein, l'ami, le Nakama, le guerrier de lumière qu'il a mis hier et que j'ai repartagé, que j'ai remis en avant. En fait, le fait d'opposer, c'est le propre des esprits non éveillés. mm. À partir du moment où tu écoutes ce podcast, moi je considère que tu as en tout cas, tu peut-être pas éveillé, mais tu as une volonté de l'être. Je me considère pas comme quelqu'un de forcément éveillé absolument, parce que le côté spirituel, on va en parler aussi, mais il y a le côté où on avance, on évolue. Mais les gens, c'est nous aussi. Donc, si toi, tu as envie de parler de ça, vas-y, on en vient, parce que le but, c'est de faire comprendre aux gens que peut-être que ce sujet-là, il les bloque dans leur capacité à développer leur mental. Possiblement, je ne sais pas ce que tu vas dire. Donc, ici, allons-y. Non, c'est tout simplement qu'en fait, c'est des individus qui sont extrêmement éloignés de l'être primitif qu'ils étaient et qu'ils doivent être. Et ça, autant pour les hommes et pour les femmes, on est dans une société, dans un quotidien qui est euh, extrêmement effervescente et stimulante, Ouais. sensorielle. Toujours plus. Et exactement. Et en fait, euh, la recette, elle est déjà dans notre patrimoine génétique. C'est essayer de se comporter, de se rapprocher, de se nourrir, de bouger, comme qui on était à l'âge de pierre, quoi, quand on était des Homo sapiens. Et en fait, cette déconnexion et le fossé, en fait, il devient de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand. Et il y a tous les perturbateurs du quotidien font qu'on va avoir aussi des hommes qui vont avoir des retards aussi hormonaux, qui vont aussi avoir des problèmes de puberté, etc. Et ça, dans leur développement aussi en tant qu'hommes et dans leur masculinité, ça leur met certains freins quant à aller chercher aussi leur plein potentiel. Et d'essayer de les éveiller et de leur expliquer que c'est plutôt l'environnement extérieur et que c'est pas eux à l'intérieur, c'est difficile parce que c'est un peu abstrait pour eux. Il y a un pacte, hein. Il y a un pacte parce que tu ne peux pas t'extraire de ton environnement. Mm. On fait pas de la ségrégation d'informations. C'est un peu comme ces scientifiques, hein. Tu sais, on en parle beaucoup en plus pour le moment, notamment dans tout ce qui est neurosciences et Ouais. neurocognitif là. Moi, j'adore Albert Moukébert. J'adore ce qu'il fait parce que le mec, il se prend pas la tête, mais il te sort des dingueries sur dingueries. Enfin, j'adore. Tu connais un peu lui ou pas du tout? Non, je connais pas. Ah, c'est un Français, je te filerai son Ok. podcast là, il a fait un podcast incroyable et en fait c'est quelqu'un de très intelligent, mais justement il dit je suis le dépressif le plus heureux que je connaisse. Tu vois, donc rien que cette phrase c'est un banger, je dis le mec il est trop fort, mais en fait on a voulu mettre dans des éprouvettes des choses et je pense que là pour le moment, euh, là je vais parler de conceptualisation, ok, on veut mettre l'humain, donc l'homme et la femme, dans des éprouvettes Ah ouais, en se ouais. disant ça c'est l'humain, tu vois. Mais non, l'humain ne peut pas être mis dans une éprouvette parce que rien que par ton regard ou le fait que tu vas prendre l'éprouvette ou le fait que tu le mets dans l'éprouvette ou le fait que tu secoues l'éprouvette, tu vas influencer l'environnement. Donc les gens essayent en fait de s'isoler complètement, mais même cette tentative d'isolement est un placement dans un environnement qui est X ou Y. Bon là on est sur du solide parce qu'on est en deux préparateurs mentaux, j'y vais. Hein. Je mets plus de rétention d'infos, enfin j'essaye plus de trop vulgariser, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire ok, à partir du moment où l'environnement, il ne peut être qu'impactant, est impacté. C'est évident pour moi, ok? Quel environnement tu veux en fait? Quelle croyance tu vas construire? Par qui tu vas être entouré? Et c'est là où pour moi, pour recentrer le sujet, la préparation mentale, elle est hyper importante. Et aussi, le neurocognitif, les capacités intellectuelles, etc., elles ne font
que affûter ta lame de samouraï moderne, comme je dis dans Mmh. pas mal de podcasts. Elles ne font qu'affûter l'arme que tu utilises pour défendre et combattre tes valeurs, mais aussi les gens que tu aimes, etc. Alors, je sais que c'est un petit peu profond, etc. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Parce qu'en réalité, moi, j'ai l'impression que tout ce qui est justement un peu masculinité, alors toxique, pas toxique, on s'en fout un peu. J'ai pas envie de rentrer dans ce sujet, comme tu l'as dit aussi. Mais l'environnement étant aussi impactant, je pense que la première erreur, c'est d'essayer de faire en sorte de l'oblitérer. En fait, il faut juste être conscient de d'où tu es et est-ce que où tu es, ça impacte en bien ou en mal qui tu veux être. T'en penses quoi de ça? Ouais, il y a ce côté, être très lucide, Ouais, et une reconnexion qui est ultra importante et en trop. fait, on est dans une société tellement de consommation que quand cette lucidité, elle est là, on va de suite aller chercher un outil d'optimisation. Ah ouais, mais putain, mais trop, trop. Et on va chercher soit un outil, externe, alors que toutes les réponses, elles sont sous notre nez et il faut, déjà, dépolluer son environnement pour avoir, et déjà rien que dépolluer son environnement, donc quand je parle dépolluer, c'est au sens large, hein, ça peut être, voilà, c'est émotionnel, c'est, nos relations Ce et qui est aussi on peut délétère pour pas toi, c'est plutôt. ça, on peut parler de perturbateurs endocriniens, et cetera, et cetera. Vraiment. Et tout ça va amener déjà du changement sans avoir besoin de la pilule magique et de l'outil magique que l'on va aller chercher en remède miracle. Et c'est dès qu'il y a quelqu'un qui est lucide sur ça, euh, généralement, il va essayer de mettre un pansement sur une plaie ouverte en essayant de chercher l'outil magique. Mais c'est cette société de grosse consommation. Mais alors je suis assez optimiste quand même parce que je trouve que mon feed, bon, je vais parler d'Insta, mon feed Insta évolue énormément de personnes qui éduquent sur ces sujets-là et sur le côté aussi, je reprends tes mots de la connexion et que nous sommes tous liés, nous sommes Ouais, toute carrément. la même entité et ça c'est la vision, je pense que tu connais de Pierre Etchart. Ouais, ouais, que Euh, j'adore. D'ailleurs, on lui fait aussi des bisous à Pierre. et cette vision-là, ça change tellement ta perception de l'autre et du monde qui t'entoure. Mais je peux comprendre aussi que c'est baisser les armes et se remettre pas mal en question parce on a tellement pas été éduqué à avoir une vision comme celle-ci que des fois c'est accepter de remettre trop de choses en question. C'est vrai que ça peut être challengeant. Maintenant, je suis 100% d'accord sur le fait que quand tu accompagnes quelqu'un, en fait, celui qui fait le boulot, c'est lui, c'est la Ah ben oui. personne, tu Ouais. vois. Nous, on est bah, comme tu vois, tu l'as dit, t'es guide. En fait, t'es toujours guide parce Ouais. que tu amènes les gens d'un point A à un point B, peut-être moins physiquement, mais plus mentalement maintenant. Donc génial, au final, tu restes un aviciste de l'esprit. Moi, je tiens à ce truc-là, tu vois, c'est trop bien. Je trouve ça trop génial et puis ça te correspond tellement. Mais tu vas pas les porter, quoi, a priori, tu vois. C'est les gens qui vont y aller. Et c'est vrai que je remarque, notamment avec mes accompagnements, avec ma communauté Strong Mind, avec tout ce qui est justement santé mentale, que beaucoup de gens viennent me voir en pensant que je vais leur donner la solution. Mais en Mm. fait, je leur donne pas une solution. J'essaie de creuser avec eux en eux. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de ton type de travail aussi? Parce qu'avec les élites, moi, je travaille un peu moins. Euh, donc, est-ce que toi, tu vas plutôt aller chercher ça ou tu vas plutôt quand même essayer d'aller chercher un peu je vais reprendre tes mots, d'optimisation par rapport à leur. Parce que voilà, on peut parler santé, performance, est-ce qu'on est vraiment sur la même chose? Mais je pense quand même que tu as la santé mentale pour performer, quoi. Bien sûr, je suis souvent face à des personnes qui vont être dans l'hyperconsommation, qui veulent des outils magiques, et plus on va au haut niveau, plus il faut être performant pour le week-end suivant. Et certaines fois, on me contacte en me disant, bah, est-ce que là, tu peux travailler avec lui 2 jours et il sera bon dimanche? Oui, il peut y avoir des prises de conscience en une conversation, en un échange. Mais ça sera toujours un travail sur le long terme parce qu'on a affaire à la chose la plus complexe qu'il y a sur Terre, l'être humain. Ouais. Et donc il y a, moi je leur dis des outils et des outils fancy, des outils cool à utiliser, des hacks, etc. J'en ai des centaines. Mais en fait, avant de vouloir optimiser, il faut déjà favoriser. Et cette Oh, c'est beau ça. favorisation, elle passe par le côté être lucide sur comment on fonctionne, comment on interagit aussi, et c'est tellement multifactoriel. C'est-à-dire que on est des êtres humains, donc nos émotions sont liées avec
ce que l'on mange sont liés avec qui l'on côtoie, sont liés avec comment on bouge et surtout comment on pense. Parce que mal penser tue, c'est comme les cigarettes. Et donc il y a beaucoup d'éducation à faire autour de ça. Donc il y a vraiment les premiers piliers dans mes accompagnements, c'est se bilanter, c'est un profilage. Tu vas t'auto-évaluer et je vais aussi te poser plein de questions pour qu'on ait de un, une auto-évaluation avec du contenu chiffré pour être capable de mettre des mesures sur quelque chose qui était plutôt conceptuel et abstrait pour toi. Donc ça va être des mesures sur les capacités émotionnelles, les capacités attentionnelles, des techniques par rapport à préparation mentale, imagerie mentale, on a tout ce qui est conscience, etc. Visualisation, des trucs comme ça. Exactement. Après, la partie, ça va être de développer la lucidité sur la conscience émotionnelle et la conscience corporelle. Euh, et être dans une étape ensuite d'acceptation. Accepter pourquoi je suis là, accepter ma démarche, accepter où je veux aller, accepter mes objectifs. Et une fois que je suis aligné, donc c'est vraiment cette vision, je suis face à quelqu'un qui est déséquilibré, je vais le ramener à un équilibre de base, que ça soit émotionnel et attentionnel. Et une fois qu'il est à un équilibre de base, on s'arrête pas là. On va le déséquilibrer, on va le stresser pour être dans un état qu'on appelle l'hormèse. Mais moi, mon boulot, c'est de mettre des outils qui sont des stresseurs assez bien mesurés, parce que si je mets des stresseurs, une introspection, ça peut être un stresseur. Si je lui propose un exercice d'introspection qui est trop difficile, là, on peut avoir quelqu'un qui éclate en plein vol. Donc, j'ai Ouais. mal mesuré mon stress par rapport à cet individu. Idem pour un entraînement cognitif qui peut aussi être difficile au niveau attentionnel s'il est mal programmé. Et ça. Je vais proposer des stresseurs à chaque fois pour déséquilibrer l'individu et pour créer cette adaptation par rapport aux choses que l'on veut renforcer. Et à ce Non, côté-là où en même exposure temps, thérapie, hein, comme on parlait tout à l'heure, thérapie de l'exposition, mais la bonne exposition. exactement, c'est sur 3 volets. Euh, le développement de la personnalité, euh, le travail des fonctions cognitives, et après le travail autour des émotions. Ouais, très très fort. Parce que c'est vrai qu'effectivement, sans ces piliers-là, enfin moi je connais des gens qui ont des grosses personnalités et qui sont à fond cognitivement, mais qui refoulent à fond les émotions. Ouais. Ou enfin on peut tourner, hein, c'est pas forcément comme ça. Mais c'est vrai que les émotions étant par définition difficiles, voire incontrôlables, hein, pour moi, difficiles à contrôler, en fait, elles peuvent être refoulées, mais pour moi, elles ne peuvent pas être contrôlées. Et le fait est que c'est des grosses conversations que j'ai avec mon épouse, notamment pour le moment, tu vois, où je lui dis, en fait, il faut que tu puisses exprimer. Alors, elle est artiste peintre, donc en Hmm. fait, sa capacité d'expression, là où toi et moi, on va porter une charge lourde, peut-être, hein, ou se mettre dans des aventures, elle exprime à travers sa Son art, puissance, ouais. ouais, exactement, sa puissance créatrice, quoi. Tu vois, moi, elle me fascine, mon épouse, parce Ouais. qu'elle se lève, elle dit, OK, là, c'est parti, 4 heures où en fait, elle va pas manger, elle va rien faire, elle est là comme ça, elle est dans son truc, et puis, OK, c'est fini. Et puis, en fait, elle t'a sorti une tuerie, quoi. Et en fait, tu te dis, waouh, moi, je suis pas capable de faire ça, mais c'est son moyen d'expression. Et c'est vrai que, voilà, une personne n'est pas l'autre. Au Et moi, niveau c'est de... ce qui me plaît dans ce métier-là, de pouvoir utiliser énormément de choses sur moi, d'essayer d'être un super humain, d'optimiser plein de choses pour être capable. Après, c'est ce que je leur dis aux athlètes. Je dis, toi, tu n'auras pas la capacité de garder les choses pour le moment. Moi, j'ai une meilleure capacité de toi. Donc, je suis ta déchetterie. Parce que je vais recycler tes émotions. Donc, envoie, envoie, envoie. Moi, je suis capable de contenir et j'ai la capacité, après, j'ai les ressources pour aller vider ce que tu m'as transmis. Ouais, c'est Et fort. je vois que chaque année, j'ai une capacité qui grandit. Mais encore une fois, ce qui est hyper intéressant, c'est d'observer ma relation à tout ça. Et petit à petit, plus tu travailles, plus tu engranges des émotions des autres, plus il va falloir aussi vider, plus tu te rapproches de ce seuil aussi où toi, ça te fatigue émotionnellement. Mais c'est ce qui me plaît aussi de pouvoir se challenger à travers tout ça, quoi. Ouais, parce que comme tu disais, enfin, ça c'est quelque chose, je pense que tu seras d'accord aussi, hein, pour le coup, parce qu'on est fort sur la même longueur d'onde, mais même dans la préparation physique, c'est fort ça. C'est difficile de connaître sa PR, sa limite, Ouais. émotionnelle, cognitive, physique, tout ce que tu veux, sans aller chercher un petit peu pas le danger, mais les limites, quoi, tu vois. Et je dis toujours ça, et c'est vrai que beaucoup de gens que j'accompagne, pour prendre un exemple très concret, ben, tu vois, j'ai commencé à accompagner une dame il y a 5 semaines. Il y a 5 semaines, ben, on était sur 25 kilos avec un sandbag.
là, on était sur 30, on a fait 40 il y a 10 jours, et là, on a fait 50 il y a 2 jours, tu vois. Et en fait, elle me dit, mais j'ai jamais fait ça, c'est mon poids du corps, c'est incroyable. Et en fait, je lui dis, mais moi, je le savais. Parce qu'en fait, je pense que ça aussi, c'est la sagesse et l'œil du Mmh. coach ou du préparateur, on appelle ça comme on veut, mais c'est ce côté, tu vois le potentiel des gens. Et tu vois le potentiel des gens parce que toi-même, tu as tellement exploré de the dark side of the moon, tu vois, tellement les côtés négatifs, un peu ta part d'ombre selon Carl Jung. Je sais pas si ça te parle, mais moi Mmh. j'adore Jung et mon épouse travaille beaucoup avec justement ces côtés part d'ombre, etc. Et en fait, je pense que quand toi tu parles de refoulement d'émotions et moi aussi, je pense aussi qu'il y a aussi ce refoulement de part d'ombre, tu vois, de non, moi je ne suis que lumière, je ne suis que rayonnant, je ne suis que positif. Mais en fait, en refoulant ta part d'ombre, tu vas un peu partir en sucette, quoi. Tu vas sortir tous les week-ends pour te détruire, tu vas tromper ta femme ou ton homme. Et tu vois, il y a un peu. En Mmh. fait, c'est pas possible d'être tout le temps brillant. Mais pour accepter ça, il faut aussi pouvoir équilibrer. T'en penses quoi un peu de tout ça? C'est très intéressant sur le côté part d'ombre et apprendre à se connaître sur le fait que quand on va aller peut-être sur des terrains excessifs, euh, c'est, tu vois, quand j'étais dans des périodes de travail très intenses, ou aussi des fois, tu sais pas pourquoi, tu travailles avec 15 personnes et ces 15 personnes, elles passent un moment difficile dans leur vie, donc c'est 15 Ouais, personnes qui te rejettent tout ça. ça additionne. Ouais, et j'ai dû essayer aussi euh, comprendre comment je fonctionnais et comment je pouvais digérer tout ça. Ouais. Et finalement, ça a été la thérapie un peu par le sport, mais j'aime beaucoup aussi la thérapie par l'isolement. J'ai énormément de relations sociales par mon travail, mais je suis un grand solitaire de base. Ouais, c'est pareil pour Et en, moi. Ouais. et en fait, ça va être le côté de vraiment très autistique de se mettre dans une Ta bulle. Et bulle, ouais. c'est aussi très sensoriel. Dans ces moments-là, quand émotionnellement j'arrive un peu à bout, tout ce qui est les sons, tout ce qui est les odeurs, tout ce qui va être excessif, ça va m'affecter. Et c'est un peu l'alarme qui me dit bon, mais là, j'ai besoin de neutralité, de m'isoler, d'être un peu dans le cocon et c'est une bulle sensorielle pour pouvoir regagner en énergie, quoi. Ouais, ça me parle de fou parce que c'est une grosse conversation qu'on a eue les premières années de relation avec mon épouse. Faut savoir que mon épouse, elle est autiste Asperger, donc au niveau relationnel, elle peut avoir des difficultés. Avec moi, il y en a aucune, et avec nos amis non plus. Mais du coup, elle a un QI aussi très élevé là pour le coup, quotient intellectuel. Mm. Mais l'émotionnel, ça peut être complexe. Maintenant, voilà, aucun problème mental et tout ça, pas de souci là-dessus. Donc l'idée, c'est qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que la communication doit être carrée. C'est-à-dire Ouais. que si j'utilise pas le bon mot au bon moment, de la bonne manière, avec une bonne intonation, ça peut être très compliqué parce que déjà de base, il y a peut-être un peu du mal là-dessus. Bref. Donc là où je veux en venir, c'est qu'en fait, le plus gros défi de nos premières années de relation, ça a été que quand je lui disais j'ai besoin d'isolement et de solitude, elle n'entende pas, je ne veux pas te voir. Ouais. Tu vois, ça a été un truc de fou. Mais par Ouais. contre, depuis qu'elle a compris ça, en fait, je lui ai dit, je ne peux pas. Alors, j'ai fait un podcast avec Lohan, que tu connais. On a cet ami en commun, Lohan Delage. Je vous invite à aller voir le podcast, qui est pour moi un concept que j'adore, que j'ai appelé l'égoïsme bienveillant. Penser à soi pour les autres. Et en fait, c'est Ouais. quelque chose que j'ai créé à travers ces échanges-là avec mon épouse, en fait, en disant, mais si moi je ne vais pas bien, je ne peux pas te prendre soin de toi, en fait, tu vois. Et donc là, en tant que professionnel ou même en tant qu'humain pour toi, Anthony, euh, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est-à-dire que se mettre en priorité, j'insiste, pas pour oublier les autres, mais pour aller mieux soi, c'est quand même la base pour pouvoir au final se créer la vie, se créer les compétences, la productivité, tout ce qu'on veut, mais aussi, encore une fois, prendre soin des autres. Sinon, on ne va pas bien, comment on fait pour prendre soin des autres? T'en penses quoi de ça? Exactement. Et ça, c'est très fréquent dans le milieu de l'accompagnement, Ah hein. ouais. Des personnes qui déjà, c'est aime-toi avant de vouloir aimer les autres et qui n'ont pas fait ce travail personnel avant de vouloir aider quelqu'un. Et c'est vraiment cette capacité-là, c'est cette capacité à pouvoir porter des charges. Et je te rejoins absolument. Et c'est là où on voit des coachs qui explosent en plein vol. Et J'en certaines vois fois, ils sont en beaucoup. formation pour faire leur propre thérapie. Donc oui, ils avancent, mais pour pouvoir aider quelqu'un, il faut être vraiment déjà très aligné et à l'aise avec soi-même, parce qu'accompagner un individu va nous pousser aussi dans de nombreux retranchements, et il faut être très à l'aise et ok avec plein de choses, hein. Ouais, c'est clair. L'alignement, tu vois, je dis souvent aux gens, c'est penser, parler et agir.
Mmh. aligné, tu vois. Si tu penses, tu dis pas pareil ou tu agis pas pareil ou peu importe, hein, ça va dans tous les sens, c'est caca. En général, ça finit pas Mmh. bien parce qu'effectivement, c'est là qu'on voit les gens qui explosent en plein vol. Là où l'ami Slim, il dirait plutôt être authentique. Donc Mmh. c'était être, faire, avoir. Et je trouve ça aussi très cohérent parce qu'en fait, tu vois, j'ai fait un réel récemment sur le fait d'être indéboulonnable, d'être dangereusement libre par le fait d'avoir tes valeurs. Et donc, quand tu connais tes valeurs, en fait, tu es honnête, tu te respectes et tu te fais respecter. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, par ce désalignement, en fait, ils sont pas ancrés, tu vois. Et comme ils sont pas ancrés, ils n'arrivent ni à être stables, ni à être connectés. T'en penses quoi? Il y a beaucoup de désalignements parce que les gens ont du mal à voir où ils veulent aller parce qu'ils savent même pas d'où ils viennent. Mais mec, mais trop, trop. Et je trouve qu'on est dans une société aussi qui essaye de plus en plus de camoufler le d'où on vient, nos valeurs, notre côté aussi même identitaire. Et ça, c'est important parce que ça nous forge en tant qu'humains. Et d'avoir un moment dans sa vie pour savoir d'où on vient, nos racines, nous aide tellement aussi à comprendre qui on est et où on veut aller. Et alors que on est dans une société maintenant où c'est un peu mal vu d'essayer de se reconnecter à ses racines, d'être un peu identitaire. On essaye de niveler tout le monde dans une moyenne et que tout le monde se ressemble. Être extraverti, être différent, c'est mal vu. Et donc, je pense qu'il y a aussi énormément de travail à faire dans ce sens-là, dans son passé, plutôt qu'être toujours dans cette frénésie de où je veux aller, mes futurs objectifs, qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse, pour trouver ce côté alignement passé, présent, futur, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu me dis ça comme ça me fait penser à quelque chose de fort et qui est corrélé à beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui viennent me trouver pour la préparation mentale. En fait, ils ne s'acceptent pas parce qu'ils sont incapables de savoir qui ils sont. Hmm. Et c'est là où moi, je vais aller chercher de la création d'identité, de la création de sens, qui est aussi puissant, mais aussi un des phares dans la nuit pour beaucoup de gens, mais aussi quelque chose que m'a vraiment mis en avant encore plus qu'avant, parce que je faisais déjà ça, mais pas de manière aussi consciente, mais avec les cours de l'école de l'Hormèse, justement, de Pierre Ouais. Dufresne, où avant, je travaillais vraiment beaucoup sur croyances limitantes et identité. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment rajouté cette création de sens. Et ça, je serais curieux de savoir si toi, tu vois vraiment une grosse différence entre les élites et les athlètes du quotidien, ou quel est le sens qu'ils donnent à l'accompagnement que toi, tu leur donnes. C'est une bonne question. Le sens de base, il est plus tourné vers la performance que le bien-être, Je me doutais, ouais. clairement. Il y a forcément un côté rentabilité qui est attendu. Faire mieux un peu, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut petit à petit planter des graines au niveau éducation. Et tu parlais d'identité et certaines fois, les humains ne savent même pas comment ils fonctionnent. Et on en Certaines, beaucoup, parlait juste beaucoup. avant, de connaître sa biologie, sa physiologie, mais sans forcément être un biomécanicien hors pair, mais de connaître comment on fonctionne. Et certains concepts peuvent nous aider aussi à interpréter les choses de manière différente. Et ça joue aussi sur le côté identitaire, quoi. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui y a un problème d'identité avec ce qui va se passer sur le monde de l'internet et les réseaux sociaux, où on va mettre en avant une figure et sacraliser un type de personne et une figure, alors que c'est pas forcément ce qui nous ressemble. Et je trouve que les individus ont de moins en moins de caractère et on perd aussi. Je trouve que l'humain a de moins en moins de caractère, de charisme. Et donc ce côté développement de personnalité, il est ultra, ultra important. Mais certaines fois, il faut vraiment, vraiment creuser pour savoir qui on a en face de nous. Ouais. Et leur relation avec l'accompagnement, euh, ça peut, pour certains, on est l'expert du cerveau. Donc, c'est-à-dire qu'on Ouais. doit tout comprendre, hein. Ils font pas différence entre psy, psychiatre, Ouais, t'es expert en tout, quoi. c'est ça, préparateur mental. Pour d'autres, c'est le confident. Ouais. Euh, et après, pour certains, c'est ils viennent à reculons parce qu'ils nous prennent pour des gourous. Et des mecs perchés parce que ils ont aucune connaissance et conscience de ce qu'est notre métier.
Et en même temps, il est tellement pas mis en avant et encore, le métier de préparateur mental, il n'est pas protégé, il n'existe pas. C'est ça. Donc, le boucher du coin peut être préparateur mental avec tout le respect que j'ai pour les bouchers. Ah bah oui. Mais surtout, le boucher du coin peut monter son organisme de formation en préparation mentale. Donc, c'est pour ça que oui, il y a eu des gourous dans ce métier-là, des personnes qui n'avaient pas de bonnes intentions. Je pense que les Jeux Olympiques aussi ont amené un vent de fraîcheur parce qu'on a beaucoup plus parlé de préparation mentale et il y a eu vraiment au début, c'était compliqué. Il fallait vraiment éduquer sur ce qu'était le métier. Maintenant, plus de sportifs savent, comprennent, et on n'a pas ce temps-là d'éducation qui va prendre aussi du temps, parce que qui dit éducation, on est aussi clairement dans le côté alliance, et je pousse et des fois je rame pour que tu aies confiance en moi Ouais. et que je suis pas là pour de mauvaises intentions, par exemple. Ouais, c'est un peu cette alliance thérapeutique, hein, en Ah ouais, réalité. clairement. Ça me parle quand tu dis, le confident, moi enfin, c'est marrant parce que je suis en train de prendre un peu plus de place sur les réseaux. Je pense que ça, tu le connais mieux que moi. Tu as plus de followers et cetera. Après, ça peut être une métrique de vanité, mais il y a rien à faire. Quelqu'un qui a 15 000 followers ou quelqu'un qui en a 15, bah, on touche pas le même nombre de personnes. Et comme on en parlait Exactement. en amont, bah, nous, on veut toucher beaucoup de personnes parce que plus on touche de personnes, plus on aide. Donc pour nous, c'est pas une métrique de vanité, c'est une métrique peut-être de performance, ou en tout cas de performance dans la possibilité d'aider au bien-être. Bref, ceci étant dit, je remarque qu'il y a pas mal de gens qui viennent et qui m'attaquent sur des choses que je n'ai pas dites. Mais par contre, alors leur compréhension. Exemple très concret, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Voilà, moi je prends la photo d'une maman, parce que j'ai beaucoup de femmes, hein, beaucoup, 90% c'est des dames, et bah, des mamans aussi, hein, pour le coup, mais voilà, des dames. Et en fait, il y a toujours une volonté de devenir plus forte, peu importe ce que ça veut dire, mental, physique. Comme je suis préparateur mental et physique, en tout cas c'est comme ça que je me définis, je travaille un petit peu le holisme, donc on travaille sur tout ça. Après, c'est aussi, tu connais toi-même, le sommeil, la nutrition, le Oui. bien-être mental, bref, j'en passe. Et je fais une story, tu vois, où je fais une photo de la dame avec son fils et moi, et je dis quel plaisir de travailler avec des femmes qui se donnent le moyen de se renforcer physiquement, mentalement, et donc par la même occasion de devenir encore plus des super mamans. Merci à vous pour la confiance. Et en fait, j'ai reçu des messages de personnes, bah, j'ai pas reçu du négatif, de ouais, trop bien et de ça, mais j'ai reçu des messages de personnes en disant oui, c'est pas parce que je fais pas de sport que je suis pas une bonne maman. Et en fait, je trouvais ça dingue parce que je me dis, mais où est-ce que dans mon message, j'ai dit que t'étais pas une bonne maman? Je dis juste que, et ça par contre, pour moi, c'est un fait, si tu te renforces, tu es meilleur. Et donc, par la même occasion, tu deviens meilleur dans tout le reste. Donc, une meilleure maman. Mais je me suis dit, ok, peut-être que c'est ta façon de réfléchir en arborescence qui est problématique, Benja. Mais je me dis, en fait, au final, et c'est là où je veux en venir, les gens, ils comprennent un peu, et nous, on fait partie des gens, mais on comprend un peu ce qu'on a envie de comprendre des fois. Et ça, c'est un peu dommage. Plutôt que d'essayer de contextualiser et dans cette empathie, essayer de se mettre à la place de la personne qui veut simplement aider, comme toi et moi, on a tendance à confronter. Mais pourquoi, tu vois? Est-ce que c'est des choses qui t'arrivent, ça? Ouais, tout est sujet à interprétation et de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux où au début je faisais des vidéos où je me prenais la tête sur chaque mot qui était amené parce que je voulais que qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation et qu'il y ait un moment aussi d'éducation dans tout ce que j'amenais. Et c'était des vidéos qui duraient 1 minute 30, 2 minutes, et en fait ça marchait pas parce qu'on était dans une société, on est dans une société de consommation où c'est le contenu le plus court qui À prime. fond. Et donc forcément, ça te pousse aussi des fois à faire des raccourcis. Mais qui dit des raccourcis amène sujet interprétation, et donc là, tu te fais pointer. Tu fais pointer, oui. Mais pour moi, j'accepte, c'est le jeu aussi des réseaux. Pour Ouais. moi, c'est pas la vraie vie non plus. Mais en fait, c'est que les gens sont tellement, tu Matrixé. vois, ce que tu parlais du renforcement, ça devrait être un mantra chez tout le monde. Tout le monde devrait savoir ça. La vie, l'environnement, tout fonctionne comme ça. Ouais. Pour moi, on n'est jamais trop fort, en fait. C'est juste ça. Exactement. C'est pas un Et en problème. fait, les gens sont bardés d'idées pré-reçues. Alors dans le monde de l'entraînement aussi. Et en fait, ben, moi, je me rends compte que la dame dont tu parles, ben, ça l'a titillé un petit peu dans ses 100%. viscères ce que tu as fait. Et peut-être que ça a créé aussi une étincelle du changement. Et je vais te Et faire rêver, c'était l'étincelle, un mec. C'était un mec. Donc, tu vois, même là, j'ai trouvé ça. Mais ouais. j'ai fait comme. J'aurais fait comme toi. Mais c'est pour vraiment te dire que, ok, bon, pourquoi pas. Mais ça l'a titillé, je suis d'accord avec toi, hein. Mais c'est intéressant, et je pense que c'est bien aussi de se porter aussi en tant qu'individu clivant.
Parce que les gens quand toi, tu es aligné, on parlait d'alignement avec ce que tu dégages et les valeurs que tu prônes et tu sais que tu prêches la belle parole, la bonne parole, tu es convaincu que les gens qui vont être de l'autre côté et qui vont vouloir tout le temps te contredire, ben, tu leur as aussi créé cette petite étincelle de se remettre en question et la remise en question chez elle, elle passe par aller aboyer un petit peu devant ton grillage, quoi. J'avoue. Et le chien s'éduquera petit à petit, plus il passera devant toi, plus il va s'éduquer, et à la fin, il va te suivre, quoi. Ok, donc maintenant, pour un petit peu reparler du sujet de ce qui est plutôt rituel de préparation mentale, parce que tu vois, on vient de parler de beaucoup de sujets, etc. Quand tu vas justement aller chercher, alors j'aimerais bien déjà que tu nous parles un petit peu des élites que tu vas aller chercher. Alors moi, je sais que tu es pas mal jeux vidéo, mais aussi pilote. Donc je te laisse parler, pas que, je pense, hein, mais on va un petit peu parler de ça. Est-ce que justement, alors pour les gens lambda, moi j'en suis convaincu parce qu'il y en a qui vont appeler ça de la méditation, de la respiration, le fait de marcher. Mais comment, par exemple dans la forêt, hein, pour le coup, pour les gens un petit peu plus que du quotidien, est-ce que justement ces rituels de préparation mentale, tu les mets en comment est-ce que tu les mets? Est-ce que tu en mets déjà? Je vais partir de zéro. Est-ce que tu en mets et si tu les mets, à quoi ça ressemble et dans quel but? Ouais. Donc la préparation mentale, c'est accompagner un individu, que ça soit un sportif, ça peut être un entrepreneur, un athlète du quotidien, à atteindre ses objectifs et on va l'aider à atteindre ses objectifs via des outils, des concepts, des exercices, des clés qui vont être tirées de la psychologie du sport, du développement personnel, du monde de la préparation mentale, ou des outils qui vont être créés par le préparateur mental lui-même de par son expérience. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y a des préparateurs mentaux qui ont une expérience de vie extrêmement riche. Par contre, ils n'ont pas de formation en tant que telle en préparation mentale et c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas exercer. Il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui sont soit des anciens des forces spéciales, des athlètes olympiques, etc., et qui veulent juste transmettre aussi leur expérience. Et ils ont une expérience qui ne s'achète avec aucune formation. Donc c'est Non, c'est clair. extrêmement riche de bosser avec eux aussi. Et donc, moi, je vais avoir une première phase où je vais faire un audit sur cet individu qui va me donner des tendances sur des points forts et des points faibles. Et par rapport à tout ça, on va mettre des outils en place. Et ces outils-là, ça peut être des routines, par exemple, ou alors du travail. On a différents types d'outils. On va avoir des outils de type introspection. Donc là, c'est des outils où on va se plonger dans les profondeurs de son âme. Donc ça peut être des échanges, un entretien, des exercices. On a les outils de type entretien, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'action qu'on fait pas quelque chose qu'on travaille pas. Un entretien avec une personne fait avancer l'individu. On a des outils de type euh, état de conscience modifié. Donc là, c'est tout ce qui va toucher au monde de l'hypnose. On a des outils, tout ce qui va être lié à la relaxation. Donc là, des tempos de respiration. On va aussi être dans tout ce qui est la méditation, même si la Cohérence méditation, cardiaque, exactement. respiration. La méditation, elle va être dans deux familles. Tout ce qui va être relaxation, mais la méditation, quand on va la travailler en mindfulness sur l'instant présent, elle Explo. va muscler notre muscle, enfin, elle va travailler le muscle de l'attention. Ouais. Après, on a tous les outils qui sont liés à la lucidité émotionnelle et tous les outils aussi qui sont liés aux capacités attentionnelles. Donc c'est là où on va faire de l'entraînement cognitif, etc. pour travailler l'attention. J'en ai parlé, l'attention, il faut l'avoir comme un muscle. Donc, elle réagit au grand concept qui va être l'endurance attentionnelle, tout ce qui va être aussi sprint attentionnel. Donc on peut la travailler comme on va bosser un muscle. Ouais. Et en fait, ces différents outils, on va venir les placer dans la vie de l'individu sous forme de routine. Et donc, pour des athlètes de haut niveau, ben, là, il va y avoir une routine à la semaine, mais aussi une routine de match. On va placer tout un tas d'outils pour favoriser ben, le bien-être et la performance. Parce que le but, pour moi, c'est de trouver l'équilibre entre le bien-être et la performance. Un sportif qui est sur de la surperformance, mais il n'y a pas de bien-être, la performance va être limitée dans le temps. Au contraire, des fois, on a même des sportifs où il y a trop de bien-être et pas assez de performance. Donc, on va Mmh. venir manipuler des outils, venir après aussi réévaluer avec des questionnaires, des auto-évaluations pour savoir s'il y a de la progression et avancer petit à petit. J'ai une vision très organisée et où j'utilise beaucoup de planification, de périodisation, où je m'inspire beaucoup et je suis coach aussi donc de ce qui se fait en sciences du sport
pour euh, rendre cet athlète à l'aise et lui dire, regarde, ton entraînement mental, il sera exactement pareil que ton entraînement physique. Il va y avoir des séances, il y a de la charge de travail, il y aura des moments de récupération, il y aura des moments d'évaluation. Et même des fois, et c'est très intéressant sur l'entraînement cognitif, on va combiner cet entraînement physique avec l'entraînement mental. Je remarque que les meilleurs athlètes que j'ai eus, et j'insiste, hein, j'ai moins d'expérience là-dessus que toi, là où il y a le plus gros gap de gain, c'est vraiment dans ça en fait, c'est vraiment dans le cognitif. Parce qu'en fait, bon, je peux pas généraliser parce que j'ai pas assez de data, mais en tout cas de ce que j'ai vu, d'accord, j'insiste, c'est que mon avis. En fait, on les a matrixés depuis gamin ou depuis relativement longtemps. Donc, tu vois, moi, j'ai des ados aussi des fois, donc ils ont 15, 16, 17 ans, Mm. mais je veux dire, ils ont au moins 7, 8, 10, des fois 15 ans de sport, quoi, tu vois. Et en fait, on les a matrixés de faire de telle façon. Et moi, j'arrive, et en fait, souvent, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'arrive avec une méthode un peu via negativa, quoi, tu vois. Parce que j'arrive avec les parents et je leur dis, donc via negativa de Nicolas Taleb, on va enlever ce qui est considéré comme délétère pour le gamin, entre guillemets. Et là, en fait, souvent, moi, je prends les parents et en fait, j'ai des discussions qui sont pas forcément agréables, mais en disant, voilà, engueuler le petit parce qu'il a que 18 et demi en maths, je suis pas certain que c'est le bon choix, tu vois. Mm. Quel est le moment où le petit ou la petite, ils ont le temps bah là, tu vois. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que je confronte, mais en fait, encore une fois, on est dans l'alliance thérapeutique. C'est comme je dis, moi, si je vous confronte maintenant, en tant que papa et maman, et j'ai plusieurs familles comme ça, je n'ai jamais eu de problème. J'ai déjà eu des confrontations, mais je n'ai jamais eu de problème parce qu'en fait, encore une fois, bon, c'est ma capacité peut-être en tant que préparateur mental, mais aussi en tant qu'humain bienveillant, de faire comprendre qu'en fait, si je les confronte pas, je peux pas faire mon boulot et donc je peux pas non plus faire le mieux pour le petit ou Mm. la petite, tu vois. Donc c'est aussi très intéressant d'aller chercher ça. Donc là où je veux en venir, c'est ce côté un petit peu, ok, la ritualisation. Est-ce que toi, c'est plus rajouter ou c'est aussi créer de l'espace pour remplacer peut-être? Comment ça se passe par rapport au rituel? Ça va vraiment dépendre du contexte et de l'environnement, et du profil. J'ai j'ai bossé avec, honnêtement, j'ai une spécialisation sur tout ce qui va être les pilotes, le gaming depuis peu. Ah, Après, le j'ai beaucoup gaming niveau travaillé avec des réflexif, c'est un truc de malade, hein. Ouais, j'ai beaucoup bossé avec des basketteurs, des footballeurs, des sportifs paralympiques, des sportifs aussi, des athlètes pour les JO, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir analyser euh, le quotidien et l'environnement de l'individu. À Et on fond. va mettre ça sur une chronologie et d'analyser en fait les temps libres et les temps morts, de pouvoir constater les outils de performance qu'il y a déjà et les charges de travail, avec une vision très analytique. Et ensuite, c'est de pouvoir se positionner, nous, en tant que PM, de manière économique dans son quotidien. Et certaines fois, c'est impossible parce que le quotidien est extrêmement rempli. Donc, C'est il va ça. falloir trouver des compromis. Et les compromis, c'est, tu as l'habitude d'entretenir une habitude depuis énormément de temps. Est-ce que on peut enlever ça et rajouter mon outil ou d'enlever cette habitude-là et contre-performance? Et en fait, on vient toujours faire des tests, essais, erreurs en plaçant les outils d'optimisation, que ce soit de l'optimisation de performance ou du bien-être, par rapport à ce que l'athlète avait déjà l'habitude d'entretenir. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois, un athlète qui va manger quelque chose de vraiment pas bon avant un Ouais, match, moi aussi. on sait que c'est contre-performant. Mais si tu lui enlèves ça, mais lui, c'est pas bon pour lui. Parce qu'il a tellement associé, c'est là le pouvoir de tout ce qui est association, Oui. il a tellement associé un côté positif, et c'est un peu son refuge de manger ça avant un match, que de lui, en fait, cet encas-là, en fait, il mange du bonheur quoi pour lui. Et donc, c'est là où il faut aussi certaines fois trouver l'équilibre, à arriver avec tous nos outils, on a envie de tout optimiser, nos hacks, etc. Et déjà ce que l'athlète a l'habitude de faire. Sachant que en fonction des profils, il y en a qui vont être euh, très bons dans la digestion de plein d'outils. Ils vont être capables de digérer énormément d'outils. Ils vont même en demander, ils vont être très consommateurs. Et d'autres, juste peut-être un exercice de respiration dans la semaine, c'est déjà énorme pour eux. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est tout le temps dans l'ultra personnalisation en fonction du profil, en fonction du moment de la saison aussi, qui fait on s'ennuie jamais. Mais par expérience, l'athlète a souvent déjà une programmation d'entraînement physique.
a souvent aussi une programmation au niveau de la récupération, des soins, etc. Donc souvent, je m'intègre en dernier. Et c'est toujours essayer de trouver la manière de s'intégrer économiquement. Et c'est là où on va tisser des liens aussi avec l'écosystème du sportif. Ouais, clairement, parce qu'on peut aussi partir sur cette, tu sais, cette fameuse écologie de vie, Ouais. ressources versus contraintes. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui, par une volonté d'hyper-productivité, en fait, rendent ça hyper délétère parce que fatigue et mental, quoi. C'est-à-dire que ton cerveau et l'attention, notamment, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, l'attention est un muscle, ça c'est quelque chose que je vais vraiment garder parce qu'en fait, l'attention est un muscle, mais du coup, il peut se fatiguer aussi. Et si vous êtes tout le temps dans l'hyper-productivité et allez, hyperactivité, j'ose le dire, il y a quand même un moment où tu ne peux plus autant performer que si tu t'étais reposé. Quand vous faites une charge à 5 kilos qui est considérée comme légère, que vous faites 5 reps, tout va bien. Maintenant, vous faites une charge à 50 kilos, vous faites 5 reps, c'est plus pareil. Bon, en fait, il Mm. faut vraiment vous rendre compte qu'avec la fatigue, la charge de 5 kilos peut commencer à avoir une charge cognitive égale à celle de 50. Et ça, Ouais. c'est beaucoup de gens parce que c'est là où pour moi, il faut vraiment faut s'adapter, mais en fait, s'adapter, c'est contextualiser pour le client, pour le patient, tout ce qu'on veut, l'athlète. Donc, effectivement, je suis assez d'accord. C'est un sujet, c'est le dernier sujet sur lequel je veux aller, parce que je sais que pour le coup, on est pas pressé, mais on est sur la fin. Les AT, pour moi, c'est, comme on disait tout à l'heure, les AT, c'est l'attention, c'est la monnaie de l'attention, les AT, ok? Est-ce que pour toi, c'est la monnaie d'échange de la réussite, cette capacité de concentration et cette capacité de justement mettre l'attention et l'intention au bon endroit? C'est tout le monde il y a plus de débat et enfin il y a jamais eu de débat même. C'est Tout le pas monde faux. est tout le monde est ok sur le fait qu'il y a une endurance cardiaque. Ouais, Par contre, l'endurance attentionnelle, là, c'est plus abstrait. c'est pas Euh, palpable. c'est ça. La méthodologie que j'utilise en entraînement cognitif, elle s'appelle le BET, c'est Brain Endurance Training. Hmm. C'est appréhender l'esprit humain avec une jauge d'énergie. Cette jauge d'énergie attentionnelle-là, elle va être affectée par deux choses. L'environnement extérieur, nous-mêmes aussi au niveau émotionnel. Et elle va être influencée aussi par une troisième chose, mais que je vais mettre en annexe, c'est notre capacité de récupération. Si je me lève et que Clairement. j'ai passé une mauvaise nuit, ma jauge d'attention disponible pour la journée, elle va être plus réduite. Ah, c'est autre C'est chose, pour on est ça que d'accord. tous les outils qu'on va utiliser, méditation, NSDR, etc., va nous permettre de récupérer un petit peu des points en plus sur notre jauge d'attention. Mais la jauge d'attention, en fait, c'est comme un cœur. Plus on va travailler avec progressivité, plus l'endurance, elle va être bonne. Mais avant de vouloir aller dans des outils de surperformance, il faut déjà prendre conscience de son endurance attentionnelle du moment. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, on en parle de plus en plus sur les médias, etc., c'est qu'au niveau attentionnel, maintenant, c'est extrêmement compliqué. Le quotidien est tellement effervescent, on a tellement de notifications, on est tellement parasité que notre faculté de concentration, de reconcentration et même de focale, le focus, on est extrêmement limité. Mais on l'a eu cette capacité-là quand on était des chasseurs-cueilleurs. On l'a eu et c'est très animal. Et donc il va falloir faire, avant de faire une endurance attentionnelle, de travailler en endurance. Donc c'est comme le marathonien. Avant de vouloir aller chercher un 10, 15, 20 km heure, 30 km, pardon. Mais au début, le marathonien, il est blessé. Et donc nous, on est face à des cerveaux blessés au niveau attentionnel. Ah, c'est Donc fort avant ça. d'optimiser sur du travail d'endurance, on va faire de la rééducation La attentionnelle. réhab attentionnelle, t'as fort Donc, on ça. va soumettre l'individu à des tâches cognitives, donc à des exercices de concentration, pour stimuler quatre thématiques: les capacités de mémorisation, les capacités attentionnelles au sens large, les capacités d'inhibition, donc la capacité à gérer des distractions, et les capacités de prise de décision. Donc, la prise de décision, on va faire du lien avec tout ce qui est entrée sensorielle, venir stimuler l'appareil auditif, l'appareil visuel, et dans une certaine mesure, on peut faire aussi le côté kinesthésique et vestibulaire. Et en fait, on va venir soumettre cet individu-là à des tâches qui vont être un peu plus difficiles et un peu plus prolongées que ce qu'il a l'habitude de faire au quotidien. Donc si tu as déjà du mal à tenir devant une vidéo qui est 10 minutes sur YouTube ou face à quelqu'un qui te parle pendant 5 minutes, on va déjà te proposer de te mettre face à une tâche et dans l'instant présent, donc moi j'utilise de la technologie pour ça, qui va durer 3 minutes.
Et si tu as des bons résultats sur ton taux de bonne réponse, ta réactivité constante sur 3 minutes, on va te soumettre à une tâche attentionnelle de 6 minutes, et ainsi de suite. Et après, on va amener de la variabilité au niveau des stimuli auditifs, visuels, au niveau de la difficulté, on va te mettre de la mémorisation et en même temps de l'inhibition. On va pouvoir rejouer aussi avec le système de récompense. On va pouvoir aussi jouer avec la frustration. On va pouvoir Hmm. aussi t'entraîner à être endurant au niveau attentionnel, mais sous fatigue, parce que c'est ce qui va faire le lien aussi avec la performance dans le sport. Mais on n'est pas obligé d'utiliser que de la technologie. Le meilleur outil un peu poids du corps, c'est la méditation. La méditation mindfulness, c'est demander à son esprit d'essayer de porter des haltères sur l'instant présent et de faire des répétitions et de penser à rien. Et c'est là où, en fait, euh, toutes les pensées parasites du quotidien vont venir nous déstabiliser, nous demander de poser les haltères. Et nous, on doit maintenir notre attention sur l'instant présent. Et donc, si on arrive à méditer au début 3 minutes dans son cocon, sans bruit, avec, je sais pas, peut-être une bougie, etc., mais on est bien, eh bien, tout est entraînement. Tout va demander résistance et progression. Donc, il va falloir ensuite, après, faire une méditation peut-être de 6 minutes avec un petit bruit derrière pour ramener de la difficulté, ramener du stress. Et Rajouter de après, la on va contrainte. méditer dehors avec du froid, peut-être ramener de la contrainte. Comme on travaillerait un muscle et l'attention va se bosser comme ça. Et il y a des résultats fulgurants chez les athlètes euh, parce que on a cette capacité. On a cette capacité de chasseur à être concentré, à être dans l'instant présent, à regarder notre proie. Et sauf qu'on est dans un quotidien qui vient à chaque fois nous prendre des points de vie attentionnels Pas parce qu'il y a trop. une notification, il y a un bruit, etc. Les pubs, les chics, les tchacs, ouais, tout le temps. Exactement. Et on a aussi maintenant des outils qui sont tellement productifs pour nous, qui ne nous font même plus travailler. Bon, par exemple, l'IA, il y a tout le côté positif, mais en fait, on se soumet plus à une charge de travail d'aller faire des recherches, par exemple, de prendre du temps, d'être focalisé sur l'instant, même des fois d'être dans l'instant de flow parce qu'on est dans un sujet Dans qui est une hyper recherche intéressant et tech. qu'on est dans de la recherche, qui fait que on va droit dans le mur si on en prend, si on le conscientise, si on le conscientise pas. Et donc, euh, comme on a des outils de productivité qui vont faire le travail à notre place, ben, la ressource qui va nous rester, comme tu l'as dit, c'est notre monnaie attentionnelle. Et c'est là où on va pouvoir juger les individus avec leurs capacités qu'il leur reste. On a de plus en plus de personnes qui s'entraînent, donc au niveau de la santé physique, il y a de plus en plus de personnes qui sont égales, mais par contre, il y a une énorme inégalité au niveau des capacités et de l'endurance attentionnelle, mais ça se travaille. Mais ça se travaille avec méthodologie. Toutes les applications d'entraînement cérébral qu'on a sur téléphone, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le stress, il n'est pas mesuré, la durée aussi, elle est souvent égale alors qu'on entraîne le cerveau exactement comme on entraîne un muscle, c'est que surcharge progressive, chaque exercice doit être un peu plus dur et un peu plus long que le précédent. Et une Mm. fois qu'on a atteint son seuil et qu'on est en échec, on va travailler un petit peu en dessous pour progresser. Et donc c'est là qu'on appelle se soumettre à des tâches cognitives. Donc des tâches cognitives, ça peut être la méditation, ça peut être se soumettre à, sans matériel, un mot croisé, jouer aux échecs par exemple, faire une lecture difficile, de la résolution de problèmes. Euh, S'engager dans des discussions, des débats aussi est un acte cognitif. Et après, ça va être aussi, sinon, utiliser la technologie comme moyen cognitif. Et c'est là aussi, dans une certaine mesure, les jeux vidéo, là où on en fait, où les parents, il y a une abolition des jeux vidéo parce qu'on pense que ça, au contraire, inhibe les capacités cognitives. En fait, c'est tout l'inverse. Proposer de jouer aux jeux vidéo à son enfant, mais dans une vision d'entraînement mesuré. Tu joues 30 minutes là, et après, la semaine prochaine, tu pourras jouer 40 minutes. Et tant que qu'on sent que tu es attentif et que tu progresses dans ta quête ou ta mission du jeu vidéo et que tu n'es pas là en train de jouer et penser à autre chose, on te laisse jouer. Et le développement des capacités cognitives par le jeu vidéo est incroyable parce que ça stimule tellement, tellement, tellement de choses. Il y a des jeux vidéo où on a de la communication, de la prise de décision, de la Ouais. mémorisation, de l'anticipation. Tout est là en même temps. Donc ça vient vraiment aussi nous stimuler. Donc ça favorise un certain développement.
Mais si on propose à notre enfant de s'entraîner cognitivement sur les jeux vidéo et qu'après on lui propose aussi d'aller marcher en nature et d'être dans l'instant présent et d'éveiller certaines choses, ben là on est bien, c'est pas l'un ou l'autre quoi. Équilibre, Exactement. complémentarité. Mais les gens préfèrent opposer, encore une fois, et c'est là où il faut vraiment se dire non. C'est à la fois à gauche, à la fois à droite, à la fois au milieu. On veut être le plus complémentaire possible. Et encore une fois, comme on en parlait aussi, on essaye de standardiser les choses sur un système qui est impossible à standardiser parce que tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Et Anthony d'hier n'est pas l'Anthony d'aujourd'hui ni de demain. Et ça, en fait, comme c'est complexe, c'est pas facile à vendre. Comme c'est pas facile à vendre, on le fait pas. Mais par contre, quand tu es professionnel, tu ne le vends pas. Tu l'expliques, tu le prends en compte, tu le contextualises. Et j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, ce concept de réhab attentionnel. Parce que c'est exactement ce que je fais avec notamment l'ado que j'ai là en escrime, on vise vraiment les JO ensemble. Donc on est quand même sur quelque chose de sérieux. Et c'est ce que j'ai des parents en fait. Les parents m'ont dit, depuis qu'on est vraiment sur cette idée de via negativa, donc on a enlevé un ou deux moments dans la semaine où il est vraiment beaucoup plus calme. Et que moi, j'ai eu des discussions avec lui qui Mm. le faisaient comprendre de pourquoi on faisait les choses. Et ben, tu vois, avant, on s'entraînait, on est dans une salle où il y a des gens qui font du crossfit, etc. Tu vois. Donc lui, des fois, il regardait, pendant que Ah ouais. j'expliquais, il regardait des grosses barres et tout, c'est normal, tu vois. Et ben là, maintenant, je le vois beaucoup plus focus. Parce qu'en fait, il comprend qu'il y a des moments dans l'entraînement où on va parler de Demon Slayer, parce qu'il est fan de manga aussi, donc on rigole un peu là-dessus, tu vois. Mais quand je discute de pourquoi on fait les choses, etc., là, il est carré, tu vois. Et en fait, Ouais. on a mis vraiment les rituels et les choses ensemble, quoi. Il y a un temps pour tout. C'est là où je veux Ouais. en venir. Euh, je te propose d'aller sur le, entre guillemets, rapide ou slow fire, ça c'est toi qui vois. Est-ce que tu as un dernier sujet que tu veux aborder avant de partir sur les questions de fin de podcast? Bah écoute, j'ai trouvé les questions très pertinentes. On a balayé pas mal de choses et je t'en Merci. remercie parce que je me suis senti aussi très à l'aise sur ça. C'était Et on a pu réciproque. parler Très bon du moment. côté cognitif et donc c'est top. Et juste pour ajouter quelque chose, s'entraîner cognitivement, on peut le faire dès demain. C'est juste lire un livre et puis une fois Exact. qu'on sent que déjà la rééducation via la lecture, c'est un sacré challenge. Il y a On est tellement de d'accord, personnes hein. qui ont été déracinées de ça et donc, une fois qu'on se sent à l'aise sur un livre et on part pas dans ses pensées toutes les 10 minutes, c'est-à-dire qu'on est capable de faire une lecture plutôt OK. Eh bien, on va ajouter un élément parasite. On va ramener du chaos. Donc, essayer de lire avec de la musique derrière pour travailler tout ce côté inhibition. Et après, avec un autre parasite, etc. Essayer de lire dans les transports en commun. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans notre quotidien qui vont travailler notre cognition. Et on n'est pas Ouais. obligé d'être un athlète de haut niveau avec les plus grandes technologies pour ça. C'est là où c'est bon. Et j'ai même envie de dire que par rapport à ce que j'en ai comme compréhension avec les informations que tu me donnes maintenant, qui sont vraiment nouvelles pour moi, hein, cette réhabilitation de l'attention, là, je trouve ça, de l'attention et de l'intention, je trouve ça fort, très fort, j'aime beaucoup. Il y a aussi cette idée de, j'ai l'impression que mettre un peu de discipline dans sa vie, c'est aussi à mettre un travail cognitif, quoi. Là Ouais. où il y a beaucoup de gens qui passent complètement à côté, ils utilisent la motivation qui est un peu ces voies dopaminergiques. Et il y a beaucoup qui chassent ça, quoi, la dopamine, plutôt que d'aller chercher la discipline. Parce que la dopamine, c'est être réactif, alors que la discipline, c'est être proactif, viser quelque chose. Ouais, puis la discipline des pensées poubelles aussi. Ah C'est ouais, ouais. se discipliner, avoir de belles pensées et ne pas procrastiner dans ses pensées, ne pas avoir des pensées qu'on va appeler poubelles et chacun a ses propres pensées, ses propres thématiques de pensée poubelles. C'est aussi cette discipline-là et d'être dans l'instant présent et connecté dans l'instant. Et bon, après, moi, je parle de ça et j'en ai fait ma spécialité, mais je suis premier des fois à me perdre pendant 20 minutes sur le téléphone parce que c'est une source de savoir aussi Ouais, incroyable, mais c'est déjà conscientiser que en fait, c'est oui, le téléphone va nous donner du savoir, mais on va aussi lui donner énormément d'attention. ouais, Et certaines carrément. fois, on lui donne de l'attention, mais ce qu'il nous donne en échange comme savoir, c'est bof. Ça nous éduque pas trop, quoi. Et donc, c'est toujours ce côté échange qu'il faut conscientiser. J'ai Clairement. essayé des applis Opal, par exemple, très très intéressant aussi et ces applis qui va te bloquer des accès sur des tranches horaires. Mais c'est très Ouais, intéressant des fois d'observer que on a il y a un stade un peu du réflexe, de l'arc réflexe qui est que on conscientise même plus qu'on va prendre notre téléphone.
c'est notre répertoire gestuel qui va le faire sans y penser. Donc on va mettre la main dans la poche pour le chercher, on va Ouais. mettre la main sur la table et là ça montre où on en est quand même au niveau dépendance. Et certaines fois sans réfléchir de oh, je vais prendre mon téléphone. Ouais, moi j'ai cette tendance-là, par exemple, j'utilise mon agenda pour tout, je note tout le temps. Et en fait, c'est un peu une façon de me rassurer, de me dire: «OK, j'en suis où dans ma journée?» tu vois? Mais c'est vrai que ma femme, mon épouse me dit souvent: «Ouais, tu vois, regarde, tu ton téléphone en main, tu t'en rends même pas compte». Je dis: «Bah ouais, non, regarde, je suis en train de Mm. regarder ce qu'il faut faire. OK, je suis à jour, quoi». Mais c'est vrai que c'est une façon de se rassurer. Mais je sais que, par exemple, moi je suis, clairement dans une, je pense, dépendance dopaminergique parce que tout le temps en train de chercher à droite. Par contre, j'ai une capacité d'attention qui peut être vraiment monomaniaque, quoi. Un peu comme Ouais, tu dis, cette capacité autistique de, OK, là tunnel. maintenant, aujourd'hui, on fait, ouais, vision tunnel, on fait que ça, tu vois. Ça peut être Et est-ce que problématique, mais j'ai appris à jouer. que ça, c'est souvent sur le last moment? Est-ce que c'est dernière minute quand tu dois faire, enfin, réussir quelque chose ou tu t'étais prévu quelque chose, Alors, le vision pas, tunnel, tu vas l'avoir parce que c'est le dernier moment où tu peux le faire. pas forcément, mais je t'avoue que je suis le champion du monde pour me mettre le last moment parce que je sais que la pression m'optimise. Ouais, ok. Si c'est pas le last moment, je vais peut-être mettre 2 heures en plus que ce que j'aurais fait Ouais, ailleurs parce que je ouais, sais que c'est le last moment. Donc, ouais, c'est une question pertinente, ça. Ouais, ouais. Parce que je sais qu'en fait, tu sais, c'est un peu cette loi de Murphy qui est que le temps que tu laisses, tu vas faire rentrer la tâche dans le temps que tu laisses, en fait. Tu vois? Donc, ouais, ouais, c'est une question super pertinente parce qu'effectivement, c'est ce que je fais pour optimiser, encore une fois. Mais je sais que je fonctionne mieux sous pression. Hmm, C'est le jeu aussi, quoi. bien sûr. Donc pas d'anxiété, mais plutôt ouais, de l'optimisation. Vraiment, allez, on y va, un stress positif, quoi, tu vois. Super, merci pour ça. On est bon pour toi, du coup, on va vers la Ouais, dernière partie. nickel. Nickel. Au top. Alors, slow, rapid fire, ça c'est toi qui vois par rapport à comment tu veux répondre à ça, ok? C'est parti. Alors, peux-tu me donner un livre, une œuvre, un podcast, ou chacun, hein, l'un des deux, l'un des trois, que tu conseillerais et pourquoi? Donc une petite ressource pour les gens. Un podcast que je fais écouter aux athlètes que j'accompagne et qui les bouscule un petit peu, où ils se disent, attends, c'est quoi déjà le titre là? C'est un truc de perché. C'est alors, euh, un tigre n'est pas un animal exubérant, ou le tigre est un animal exubérant, quelque chose comme ça. Il faudra que tu mettes de Paul Landon, Ouais, ouais, ouais. où j'aime beaucoup comment il aborde certains sujets. Et après, je recommande aussi pour ouvrir son champ de vision pas mal de podcasts où ben, je vais recommander la conférence de Pierre Etchard Ah ouais. Au à- potentiel humain? au Potentiel Humain, au Festival du Potentiel Sur, Humain. sur le potentiel humain, justement? C'est Oui, ça? Celui de cette année? la première, Ok, ouais, donc c'est avec le potentiel humain, avec le champ électromagnétique du cœur et tout ça? exactement. Ah ouais, ça c'est une dinguerie, j'y étais, c'était une dinguerie. Et un livre, j'aime beaucoup le livre Chasing Excellence de Ben Ah, Bergeron. putain, mec, j'en ai parlé ce matin, c'est un truc de fou, ok. Moi aussi. Et j'aime bien parce que bon, on s'inspire beaucoup des coachs américains et j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi une méthodologie et ça se lit très bien. Et Ouais, pour ceux qui sont dans le mode de l'entraînement aussi et par rapport à tout ce qui est l'univers des CrossFit Games, on fait énormément de liens. ouais. Et j'ai vachement aimé la pédagogie qu'il a dans ce livre-là, sur notamment sur tout ce qui est autour du développement de la De personnalité. l'athlète et d'humain. Ouais. Ouais, moi, pareil que toi, j'ai retenu vraiment ça du bouquin, qui est que lui, en fait, il travaille l'humain. Et Mm. c'est de ça que je parlais ce matin, en fait, dans la vidéo. C'est que je disais, voilà, en fait, quand tu as un meilleur humain, tu as forcément un meilleur athlète. Ouais. L'inverse n'est pas forcément vrai. Donc, c'était intéressant, ok, d'aller chercher justement, effectivement, cette base, là où certains diraient c'est le sommeil ou la nutrition, et je suis pas forcément en désaccord avec ça, hein. Mais pour moi, l'humain, voilà, tu peux dormir tout ce que tu veux, manger bien, etc. Si l'humain n'est pas pas optimisé, mais aligné, que ça, j'ai retenu aussi cette petite phrase là. Avant d'optimiser, on va plutôt favoriser. Donc, on va essayer d'aligner bien. Et 100% d'accord avec toi. Merci, c'est des belles ressources, hein, ça. Et on Et fait. puis lui, une fois qu'il a accès à cet humain optimisé, mais il va le déséquilibrer. Et c'est ça qui est hyper intéressant, lui proposer un environnement chaotique, des entraînements plus difficiles, mais toujours mesurés. Et c'est ce qui Ouais, amène dans le livre où, à un moment, il y a une péripétie sur une compétition de CrossFit où
l'organisateur a proposé quelque chose aux athlètes qui ne s'attendaient pas. Tout le monde était en PLS. Et ben son Ouais. athlète ne l'était pas parce que C'était le son, pegboard, je son me entraînement, rappelle. exactement, son entraînement a tellement été chaotique, diversifié et il y a eu tellement de résilience que elle a su s'adapter, quoi. Ouais. Et pour la petite histoire, ils ont remis le pegboard l'année suivante et tout le monde a réussi à le faire. Ouais, Et d'ailleurs, l'événement s'appelait Redemption. Je m'en rappellerai toute ma vie, mec. C'était incroyable. Mais pour te dire qu'effectivement, résilience, mais surtout antifragilité, renforcement à travers exactement. une épreuve que eux, à l'époque, ils n'avaient pas réussi. Personne, quasiment personne n'avait réussi cette épreuve. Et toujours de manière progressive, avec Ouais. des phases de surcharge progressive, mais aussi de déload, et pas ultra intensément comme tout le monde aurait envie de Ouais. faire, quoi. Ouais, clair, je suis 100% d'accord. Et on fait des bisous aussi à Paul Landon, parce que j'ai été formé aussi par lui avec les réflexes archaïques, et Ludivine Bobry, bien entendu, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, C'est un tigre n'est pas un animal exubérant. Moi, je crois que c'est ça. mais je remettrai, très cas, je Ouais. mettrai le lien, pas de souci. Mais ça doit être un truc comme ça, parce que c'est le nom d'un des livres qu'il a traduit aussi de Ouais. euh, Avec Forensic, Frog Forensic. ouais, et le podcast c'est avec David Nicolas Ah de ouais. Limitless. Oui, bah, en fait, c'est le podcast de David, je pense, qui a invité Paul. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, donc on parle du même truc, c'est marrant. Le même rêve, quoi. C'est ça qu'on veut. Alors, y a-t-il une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles? Euh... Ouais, j'en ai. J'aime bien le côté. Ce n'est pas ce que les autres. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui compte, mais c'est tes actes qui racontent de toi. On est jugé que par nos actes, selon le Chevalier Noir dans Dark Knight. Ouais, mais c'est très vrai. Euh, Très vrai. Prochaine question. Si tu devais laisser un seul message au monde, lequel serait-il? Bon, il y en aurait plein. Je vais pas partir sur le côté peut-être peace and love, le côté amour, etc. Euh, je dirais plutôt que nous ne sommes qu'endurance. Et qu'en gros, de comprendre que l'endurance est la capacité de l'organisme à résister à un stress, c'est comprendre beaucoup de choses sur le monde qui nous entoure. Hmm. Et ça peut vraiment changer notre vision du tout au tout. Ouais, on est bien d'accord. En fait, si tu travailles ta capacité d'endurance, tu travailles ta capacité à être et réussir, en fait, et faire aussi. Exactement. Il y a de l'endurance pour tout, pour l'amour que l'on donne, l'amour qu'on est capable de recevoir. Enfin, tout n'est qu'endurance. Sans endurance, on ne construit pas, et donc on Mm. n'a pas de stabilité ni de structure. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ouais, c'est très vrai. Je te remercie. Euh, alors, ma question préférée, je dis toujours ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on sort des bangers avec celle-là, mais elle m'impacte beaucoup. Si tu pouvais remodeler la société pour mieux soutenir le bien-être individuel, quel changement majeur proposerais-tu? Bah là, on est pas mal en plein dedans avec ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui a été au niveau politique, c'est abandonner les 2 heures de sport Ouais, par j'ai jour vu ça en quotidien. France, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est une société bou- une société plus tournée vers l'écoute, mais en même temps beaucoup plus tournée vers, je vais appeler ça le laisser se brûler. C'est-à-dire, j'ai pas le mot qui pourrait bien coller à ça, mais beaucoup plus sur l'expérientiel. Laisser L'expérimentation, un petit peu cette idée-là. Ouais, Laisser les c'est gens vraiment expérimenter et aller tester un petit peu leurs ouais, limites, quoi. laisser les enfants se Ouais. mouvoir dans leur environnement, arrêter de Laisser-les les grandir, quoi. surprotéger, Ouais. les laisser explorer leur répertoire gestuel. Et si on peut être dans une société où on arrête dans le moment où on a le besoin de le plus d'être actif et d'explorer le monde, de nous mettre assis face à une éducation aussi qui est très répressive et descendante, ça changerait énormément beaucoup de choses parce que ça fluctue, ça mènerait beaucoup de changements, pardon, à l'humain que l'on est adulte. Donc la manière qu'on a d'éduquer les enfants et le fait d'être assis, d'être cloisonné, d'être dans des boîtes fait qu'on est déraciné au moment où on a besoin d'expérimenter de notre être primitif de chasseur-cueilleur, quoi. Ouais. Je dois t'avouer que moi, je vois régulièrement ça et je suis certain que toi aussi.
quelqu'un qui est étriqué dans sa tête, il est souvent dans son corps et vice versa. Donc en fait, quand tu es quelqu'un de très ouvert d'esprit, en général, tu bouges bien et tu as une Mmh. ouverture d'esprit que des gens très étriqués, très carrés, costard Ouais, cravate peut-être ou pas, c'est pas un jugement, mais le côté très vas-y, on reste carré, ben tu vas les voir bouger, ça va pas être des danseurs, ça va pas être des gens qui vont sortir un peu des patterns, des schémas moteurs et cognitifs d'ailleurs, hein, ouais. qui connaissent. Donc c'est vrai qu'effectivement, oser explorer quoi en fait, oser tester, explorer. Ah super. Hem, Dernière question, un dernier conseil que tu souhaiterais laisser aux gens qui nous ont écoutés jusqu'ici? Hem, évaluez-vous, évaluez-vous, c'est un conseil un peu pratique, c'est bon, je vais rester dans la thématique de la préparation, mentale, mais, bon, c'est plus facile de s'évaluer physiquement aujourd'hui, d'aller voir un coach ou même de faire des tests sur ses capacités, cardiaques ou même de mobilité, ses capacités physiques et cetera, c'est un peu plus facile, mais, c'est important de le faire aussi mentalement et il existe, un test, et je pourrais mettre le lien, donc ça va être une Volontiers. auto-évaluation. On va venir, nous, en tant qu'individu, se tester, se questionner, s'auto-évaluer. Donc il y a un côté exercice un peu d'introspection sur plein de thématiques qui sont liées à la préparation mentale, mais qui sont liées à nous, à nos émotions, à comment on interagit en société, qui peut après nous amener une vision et nous faire grandir sur notre connaissance de soi. Donc on gagne en lucidité et c'est ce qu'on conseille de toujours essayer d'apprendre à se connaître. Ah clairement, parce qu'encore une fois, se connaître, c'est éviter de se perdre trop. Mm. Explorer, c'est des fois un peu se perdre, mais se perdre, c'est pas se tronquer, parce qu'il faut savoir continuer à garder cette identité, cet ancrage, quoi. Ça, clairement, c'est vraiment un beau mot de la fin. Anto, pour ceux qui ont envie de te contacter, de travailler avec toi éventuellement, ce genre de choses, qu'est-ce que tu peux proposer? Bah, déjà aussi comme accompagnement, mais aussi comment te contacter peut-être dans un premier temps? Dis-nous. Alors, je suis uniquement sur Instagram. J'ai toujours pas de enfin, j'ai eu un site à l'époque, il est toujours en construction, mais bon, ce qui m'empêche pas de travailler. Sur Instagram, Anthony Lespat, c'est là où, je suis le plus actif, Je mettrai ça dans la description. et ensuite, bah, si, vous êtes, un athlète qui a envie de préparer, une compétition, une échéance et ou même que vous allez très bien et que vous avez juste envie d'optimiser. Parce que la préparation mentale, c'est pas uniquement quand il y a des soucis. Beh, vous pouvez me contacter et j'échangerai avec vous avec plaisir. Eh ben, un grand merci à toi, Anto, pour ben, ce moment de qualité, encore une fois, et d'échange humain incroyable. Moi, j'ai kiffé, j'espère que toi aussi. Bah, ouais, beh, merci beaucoup pour tes mots, pour ta bienveillance, ta gentillesse et il y a beaucoup de mots, à mon égard qui m'ont touché et qui me donnent énormément de motivation donc je suis très reconnaissant de ça. Avec plaisir, authentique et spontané. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Je vous fais des bisous à tous et puis à très vite pour un prochain épisode de Holistic Way.